Thomas, je le connais depuis la nuit des temps. Je fais comme si j'étais pas au courant, bon, t'as des cheveux blancs et tout, mais moi, ce que j'ai adoré de Thomas, il travaillait dans une banque dont on taira le nom. On va juste dire la première et la dernière lettre. Ça commence par U, ça termine par S. Et il était trader dans cette banque et il avait envie de faire ce qu'il fait maintenant tous les jours. Vous savez qu'il se lève à 4 heures du matin et il publie tous les matins que Dieu fait une chronique qui est dans vos bureaux à... Là, je te fais de la pub. Hein. Oui. Ça... Vas-y. À 8h30, vous l'avez dans son bureau. Et il m'a raconté cette histoire que je trouve merveilleuse. Il était donc à l'UPS et il écrivait une chronique. Et comme il ne voulait pas la signer parce que son employeur, voilà, il fallait qu'il soit discret par rapport à ça, il l'a appelé le trader masqué. Donc on lisait cette chronique. À l'époque, ça sortait dans... C'est la Tribune de Genève. La Tribune de Genève, voilà. On lisait cette chronique et tout le monde se posait la question de « mais c'est qui ce trader masqué ?» Et Thomas m'a raconté qu'un jour, il va à un événement, une fête, je ne sais pas quoi, à Genève, tu pourras raconter l'histoire. Et là, merveilleux, il y a un gars qui vient vers lui et lui dit « ouais, faut que je te dise, en fait, le trader masqué, c'est moi. » Voilà, ça c'est mon intro. C'est exactement ça, merci. Bon, c'est moi alors, voilà. Alors, petite précision dans cette histoire-là. Alors, ce n'était pas le trader masqué, c'était Morning Bull, le nom qu'on avait utilisé à l'époque. Et effectivement, la banque ne voulait pas me laisser faire des chroniques parce que je n'étais pas compétent, je n'étais pas économiste, je n'étais pas analyste financier. Donc, ils ne voulaient pas me laisser faire. Et donc, effectivement, je me trouve dans une soirée un jour où il y avait ce mystère, c'est qui était ce Morning Bull. Et je me retrouve là-bas et effectivement, il y a tout d'un coup une espèce de groupe qui se dirige vers un mec et on me dit qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est lui le Morning Bull. Donc c'était moi, mais c'était lui là-bas au fond. Et pour la suite de l'histoire, je l'ai croisé dans la rue et après j'ai fait mon coming out quelques temps plus tard. Vous le savez, c'est vraiment moi. Et du coup, je l'ai croisé dans la rue quelques temps plus tard et il a changé de trottoir. Voilà. Ce faux Morning Bull. Voilà. J'ai une grosse présentation. J'ai pris tous les thèmes qui se passent aujourd'hui sur les marchés. Pour ceux qui ont l'occasion de me regarder de temps en temps sur les vidéos du matin, il y a des thèmes que je vais reprendre, on va en discuter. Et j'ai pas trop envie de faire la lecture de présentation, j'ai juste envie d'essayer de réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Aujourd'hui, donc mon surnom, c'est Morning Bull. Donc je suis bullish. Ça fait 5 ans bientôt qu'on fait des vidéos chez Swissquote. Ça fait 20 ans que je fais des chroniques. Et globalement, tendanciellement, j'ai toujours été plutôt bullish. Il y a eu des phases un peu moins. Et là, depuis quelques temps, peut-être ça se ressent. D'ailleurs, on m'a fait des remarques dans les vidéos, dans les commentaires en dessous. On m'a dit « Ouais, mais Thomas, moi j'arrête de le regarder parce qu'il est tout le temps négatif. » C'est pas que je suis tout le temps négatif. Je fais que de citer ce que je lis tous les matins. Effectivement, je me lève tôt, je me lève à 4 heures du matin, je lis beaucoup de choses, je lis tout le temps des trucs et je me rends compte qu'effectivement, tout ne va pas bien. Même beaucoup de choses ne vont pas bien. Et je me dis, quand on voit tout ça, à un moment donné, ça va quand même coincer quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui m'impressionne tous les jours, c'est cette capacité de résilience du marché. On parlait de verre à moitié plein. Aujourd'hui, on voit que ça. Il y a plein de nouvelles qui sortent tous les jours. Et tous les jours... je sais pas, moi je ne trouve pas que c'est hyper motivant. Là, on peut parler des chiffres de l'emploi, on peut parler de l'inflation, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et qui ne jouent pas aujourd'hui. Et ceci en mettant de côté l'instabilité qui a été mise en place depuis l'arrivée d'un monsieur qui s'appelle Donald Trump. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on a complètement oublié. Quand j'ai commencé à faire ces vidéos, on était il y a 5 ans en arrière, Donald Trump était encore là. Et je me suis replongé dans des vieilles vidéos qu'on avait fait au tout début de cette chaîne. Et on avait les mêmes problématiques. On était complètement fixé sur les tweets de Donald Trump. À l'époque, on pouvait encore dire Twitter. Et le marché ne réagissait qu'avec ça. Et aujourd'hui, on vit exactement la même chose. Alors, on n'aime pas l'incertitude, et c'est vrai que là, on est en plein dedans. En plus, on voit qu'il est capable, comme disait tout à l'heure Michel, il suit les marchés en permanence et il réagit en fonction des marchés. Et donc, il tourne la veste sans arrêt. Et c'est hyper difficile. C'est tout ce qu'on déteste quand on fait du trading, même de l'investissement, parce qu'on n'arrive plus à prendre le recul nécessaire. Moi, j'étais trader pendant
longtemps. J'ai fait 17 ans de trading où 24 heures sur 24, j'étais dedans, on va dire. Et puis, je me suis rendu compte après que c'était quand même beaucoup plus intéressant d'avoir plus de recul et de voir un peu plus sur long terme. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec cette hyper-information qu'on nous abreuve en permanence et ce président, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien, on a une volatilité extrême, on a une incertitude extrême, ce qui fait que les marchés sont complètement perdus. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, alors moi je suis devenu très contrariant avec le temps, parce qu'aujourd'hui on me reproche d'être trop prudent, on me reproche d'être limite négatif. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est que je prends juste les choses telles qu'elles sont. Et quand on vient me dire ouais, mais de toute façon, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Alors, on peut prendre la thématique de l'intelligence artificielle, on peut prendre la thématique des crypto-monnaies, ce qu'on veut. Il y a toujours des gens qui vous trouveront un argument pour dire qu'on va aller beaucoup, beaucoup plus haut. Oui, on ira beaucoup plus haut. J'en suis convaincu. Si maintenant vous me demandez où je pense que le marché sera dans 10 ans, plus haut, c'est sûr. Dans 20 ans, plus haut. Mais ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des phases de stress qui peuvent être assez violentes. Et moi, quand j'entends des excès de confiance, quand j'entends les gens qui sont tellement convaincus qu'il faut absolument être long, je me méfie. Alors, je me méfie, ça ne veut pas dire que je vais vendre toutes mes positions, je vais dire moi j'ai plus rien, je me mets short, j'attends que ça baisse. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste de dire qu'aujourd'hui, on est dans une économie, on est dans un environnement qui n'est pas forcément facile. Si on regarde ne serait-ce ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez quand même une inflation qui est, bon, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas développer là-dessus, mais vous avez une inflation qui est en train de revenir à la baisse. On nous dit c'est bien, ça va mieux, on a géré les choses, on a fait ce qu'il fallait faire. La problématique, et ce donc je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que les prix ont augmenté durant ces 5 dernières années. Vous êtes d'accord? Il y a certains prix qui ont pris 20, 30, 35, le cacao qui a pris 300% ces dernières années. Tous ces prix-là, mis bout à bout, ont augmenté. Le coût de la vie a augmenté. L'inflation, la croissance de cette inflation sur une année, d'accord, mais ce qu'on a pris dans la tête depuis 5 ans, je ne pense pas que vous avez 25% d'augmentation sur vos salaires depuis 5 ans. J'imagine pas. Certains peut-être, mais pas la majorité. Donc ça coûte plus cher. La vie coûte plus cher. Tout s'est complexifié. Donc il y a cette problématique d'inflation et aujourd'hui on nous dit, si vous revenez un petit peu dans le passé, on voit que les tarifs, ce n'est pas positif pour l'économie. Ça va créer de l'inflation. Et aujourd'hui, la Banque centrale américaine, on la met sous pression pour baisser les taux, pour relancer l'économie. Mais en même temps, si elle le fait, il y a un risque de relancer encore l'inflation. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on est dans une espèce de dilemme qui fait que ce n'est pas facile. Et c'est très très compliqué. Et aujourd'hui, il y a aussi cette espèce d'indépendance de la Banque centrale américaine qui est remise en question. On sait très bien que M. Powell, pour l'instant, il garde une forme d'indépendance, mais le gars, il se prend des claques toutes les semaines par Twitter, par Truth Social, parce que le président lui dit « t'es too late, t'es trop tard, il faut que tu te bouges les fesses ». C'est une pression permanente. Alors admettons qu'il reste là jusqu'en 2026. Pas de problème. Il va rester là jusqu'à la fin de son mandat, probablement. Maintenant, la grande question, c'est celui qui va être mis à la place de M. Powell, est-ce qu'il va être indépendant ou ce sera simplement un suppôt du gouvernement Trump ? Je pense que la réponse est assez claire. Donc on va avoir une banque centrale américaine qui va perdre une partie de son indépendance parce que son nouveau boss sera juste un pote du président. Et donc il va y avoir quelque chose qui sera un petit peu plus compliqué à gérer par la suite. Donc ça, c'est quand même une problématique. L'emploi. L'emploi aux États-Unis, on l'a vu sur les chiffres tout à l'heure, selon les chiffres que vous regardez, tout n'est pas rose. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Selon les données qu'on regarde, c'est pas simple. Par exemple, quand vous regardez les non-farm payrolls, eh bien, chaque contrat de travail est considéré comme une création d'emploi. Mais aux États-Unis, on n'a jamais eu autant de personnes qui ont 3 jobs. C'est compliqué. Moi, j'en ai une douzaine de jobs. C'est déjà très compliqué. Mais 3 jobs, c'est quand même très difficile à gérer en permanence. Donc, vous avez des gens qui signent des contrats, mais parce que c'est un 2e job, c'est un 3e job pour pouvoir juste simplement survivre. Donc, on est dans une situation quand même super compliquée au niveau de l'emploi. Ce n'est pas ce qu'on nous montre réellement. Quand vous regardez réellement les jobs qui se développent, ce n'est pas super non plus. Ça ne rigole pas. Donc, il y a vraiment une situation au niveau de l'emploi qui commence à se sentir que c'est un peu plus difficile aux États-Unis. Mais on nous dit, tout va bien. Alors, je ne vais pas rentrer dans le complotiste, pas du tout. Mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on nous montre une photo qu'on a envie de nous montrer, mais la réalité n'est peut-être pas forcément aussi simple que ça. Aux États-Unis, ça ne va pas aussi bien que ça. Alors, je parle beaucoup des États-Unis, parce que simplement, si tout d'un coup, il y a tout qui s'arrête là-bas, on va forcément avoir des conséquences chez nous. Et c'est aussi pour ça que je me méfie.
Donc on est dans une situation d'incertitude totale. Je prends un exemple ridicule, mais qui m'a frappé. L'autre jour, je regardais une émission à la télé. Et aux États-Unis, ils ont ouvert maintenant des parkings où vous pouvez aller vous garer avec votre voiture. Les parkings sont sécurisés avec des gardes de sécurité qui surveillent autour. Vous pouvez aller vous garer avec votre voiture et vous pouvez dormir dans la voiture. Pour les gens qui n'ont plus d'appartement. Donc si ça, c'est un signe de bonne santé de l'économie, je me pose un petit peu des questions. Néanmoins, ça existe aujourd'hui, en 2025, aux États-Unis. Il y a des parkings où vous pouvez dormir dans votre voiture, mais sécurisés. Ce n'est pas non plus un signe que tout va bien. Donc ça, c'est quelque chose qui me stresse aussi un petit peu. Après, aujourd'hui, on est dans un emballement total. Voilà, moi, je me rends compte que sur les commentaires des vidéos, on me dit « mais t'es trop négatif ». On m'a jamais dit ça à moi. Jamais. À l'époque, on me reprochait d'être trop positif. Mais aujourd'hui, on a des gens qui sont tous méga bullish. J'ai que des commentaires de gens qui disent « ouais, c'est bon, ça va plus haut, ça ne s'arrêtera plus jamais ». Reprenons le 2 avril, l'autre jour, quand on a eu Liberation Day. Les marchés se sont pété la figure, de manière magistrale. Et c'est pour vous expliquer le changement de mentalité. Aujourd'hui, là, on est le 18 juin et tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont optimistes sur la suite des marchés. On va aller au plus haut historique. Et je pense qu'on va aller au plus haut historique, mais qui ne se posent pas de questions sur la suite. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé le 2, pour vous donner les indicateurs. Le 2, Liberation Day. Les marchés se cassent la figure. Je suis invité à la radio le 4 avril. Je suis invité sur une émission de radio de la RTS et on me dit « Ah, mais monsieur Veillat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit liquider tous nos fonds de pension ?» Donc vous avez le marché qui corrige de 10-12%, on s'en fiche. Et on vient vous poser la question « Est-ce que je dois liquider mon fonds de pension ?» Ce n'est pas du tout la question. On parle de long terme. Et là, tout d'un coup, sur une réaction épidermique, on était en panique. J'ai fait 2 émissions successives. Il faut savoir quand la RTS vous convoque pour parler des marchés boursiers, c'est que ça se pète la gueule. Il ne vous convoque pas quand ça va bien. Ça, le sang fait toujours beaucoup plus vendre. Donc il nous invite pour dire « Mais est-ce qu'on va tous mourir vraiment là? Donc vous êtes convaincus ?» Et si vous aviez vu ces gens sur le plateau, qui sont des gens plus ou moins intelligents, cultivés, qui viennent vous dire « Mais je dois liquider mon fonds de pension. » Mais attends, je veux dire, Trump, il n'a pas dit qu'il allait attaquer la Suisse et puis bombarder. C'est pas ce qu'il a dit. Et donc, on est passé d'un mode hyper confiant à la panique totale. Et puis, 3 jours après, moratoire annoncé, c'est bon, c'est fini. Et plus personne ne me pose de questions. Et je ne suis plus invité à la télé, accessoirement. Donc, comme d'habitude, on nous invite, ou on veut parler des marchés boursiers, quand ça va mal. Les chiffres du trafic sont symptomatiques. Quand ça s'est pété la figure, on a explosé les chiffres de trafic sur tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on a fait sur la chaîne YouTube. Ça a cartonné parce que tout d'un coup, c'est la fin du monde. Mais bon, on a tout oublié. 15 jours après, c'est passé. On est passé à autre chose. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une économie où il y a des signes de choses qui ne vont pas bien. On l'a vu, ce que Michel a expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas la route hyper clean pour le futur. Il y a des problématiques qui vont arriver. Je vous passe encore les détails de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient. Parce que ça, c'est encore un autre facteur qui a la capacité, la possibilité de nous mettre dans une situation un peu compliquée quand même. Juste revenir sur les chiffres de l'inflation qui ont été publiés il y a 10 jours en arrière. Le CPI aux États-Unis était sorti en hausse par rapport au mois d'avant, mais moins fort que ce que les experts attendaient. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Si vous lisez le communiqué de presse qu'il y a derrière, parce qu'en général, les gens ne lisent pas ce qu'il y a derrière, on voit juste les gros titres, c'est moins pire qu'à prévu. Ok, c'est bon, on achète. Le reste, on s'en fout. Mais derrière, c'est marqué la performance du CPI du mois dernier s'est ressentie parce que le pétrole a baissé de 1% sur le mois. Donc on a un CPI qui est moins pire que prévu, une inflation qui est moins pire que prévu parce que le pétrole a baissé de 1% sur un mois. On parle du mois de mai. Je vous laisse imaginer si le baril il clôture à 85 à la fin du mois de juin, combien ça va représenter en termes de pourcentage sur l'inflation aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que la baisse du coût des noix de cajou va changer grand-chose au prix de l'inflation par rapport au prix du baril. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont là, qui sont présentes. Et dans cet environnement-là, je me mets à la place de M. Powell. Perso, ce n'est pas le job que je voudrais aujourd'hui, mais je me mets à sa place. Il doit prendre une décision avec des chiffres qui sont soit douteux, une situation méga incertaine, mais en tous les cas, il ne peut pas se permettre de baisser les taux ce soir, tout à l'heure, parce qu'on va le savoir tout à l'heure, mais il ne peut pas se permettre. S'il le fait, c'est que le gars, il a un agent de la CIA qui a un flingue sur sa nuque et qui dit « tu le fais ou je te bute ». Parce qu'il ne peut pas réellement, à mon sens, baisser les taux aujourd'hui dans cet environnement-là. Mais les marchés sont au plus haut de tous les temps. Mais tout
va bien. Vous avez l'impression que tout va bien. Voilà. Si vous avez l'outrecuidance, aujourd'hui je vais me faire des ennemis parce que je suis trop négatif, mais regardez, je me suis fait tatouer un ours. Quand même. Bon, j'ai aussi un boule là et un boule là, mais il faut équilibrer. C'est ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi je suis pas inquiet, mais j'ai déjà vécu des phases de marché extrêmement violentes. Il y a des choses qui me font peur. Parlons un petit peu de la crise obligataire. Alors c'est un truc qui n'est pas du tout dans mon domaine de compétences, mais il faut quand même qu'on en parle parce qu'il y a un truc qui est en train de bugger quelque part. Aujourd'hui, vous prenez la dette américaine. Vous savez que la dette américaine aujourd'hui c'est 37 000 milliards de dollars, ça augmente toutes les minutes. Et il y a un chiffre assez intéressant qui est sorti il y a 2 ou 3 jours en arrière. Le montant des intérêts de la dette, c'est 1200 milliards de dollars par année que les Américains doivent payer, que le gouvernement doit payer. Les entrées fiscales, c'est 5 000 milliards. Donc en gros, 25% des entrées fiscales correspondent à ce qu'ils doivent payer comme intérêt de la dette. Et ils ont un besoin de dépenses de 7 000 milliards par année. Donc, imaginez, vous gagnez 100 000, vous avez 25% des 100 000 que vous utilisez pour rembourser les intérêts de votre dette, pas la dette, juste les intérêts, et en plus, vous claquez 30 000 balles de plus. Je ne sais pas, je vous demande, est-ce que vous pensez que ça tient sur le long terme? Alors oui, il y a certainement plein de solutions qui peuvent se présenter, mais ce n'est pas hyper rassurant. Et vous voyez de l'autre côté que ces gouvernements, le gouvernement américain, mais aussi le gouvernement japonais, ils ont besoin de se financer. Donc ils vont chercher de l'argent, ils vont emprunter auprès du public, des banques, des gouvernements à l'étranger. Mais simplement, à l'époque où on vous prêtait quasiment gratuitement, aujourd'hui, on vous demande beaucoup plus d'intérêt. On vous prête toujours, mais ça coûte plus cher. Et donc ça vient s'accumuler à ce que les Américains doivent déjà payer comme intérêt de la dette. C'est assez simple. Le 20 ans, l'autre jour, aux États-Unis, ils ont vendu de la dette à 5%. Ça veut dire que ceux qui ont vendu ceux qui sont les créanciers vont toucher 5%, mais le gouvernement doit payer 5% de cette dette. 5%. On comprend que Trump, ils veulent faire baisser les taux. Parce que c'est pas tenable sur le long terme. C'est pour ça que c'est hyper important. Mais donc on a un président aujourd'hui qui a urgence de baisser les taux. Il lui reste 3 ans et demi parce que lui, il s'en fout. Après les 3 ans et demi, de toute façon, il est milliardaire, ça ne change pas grand-chose. Mais il a urgence de faire quelque chose, sinon l'Amérique, elle ne sera pas great again tout de suite. Après, il peut faire défaut, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien voir ce que ça peut donner si demain les États-Unis disent bah, écoutez, allez, hop, tabula rasa, on part à zéro. Alors, peut-être que ce sera bien pour repartir sur quelque chose de concret, mais franchement, je ne suis pas sûr que les marchés les apprécient à fond. Mais tout ça sont des petits points qu'on peut mettre ensemble, peu bout à bout, et se dire ouais, ça va super bien. Je ne sais pas si ça va super bien. Je veux dire, parlons un peu du Moyen-Orient, parce que c'est le truc. Moi, je ne suis pas expert militaire, hein, mais non, du tout. Bien loin de là, mais je n'ai pas fait mon service militaire d'ailleurs. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation qui est explosive, qui a priori, tout va bien. Le marché s'en fout complètement, tant que ça ne déborde pas. On est d'accord? Tant qu'il n'y a pas d'embrasement, ça va. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai fait un peu mon travail, j'ai regardé les anciens conflits. Bon, de toute façon, ça casse, ça baisse quand ça commence, et après, ça monte de toute façon. C'est assez simple. Il faut juste trouver où est-ce qu'il faut acheter. Mais là, vous avez un embrasement en Iran, vous avez les Américains qui se disent bon, on y va pas. C'est quand même vachement délicat parce qu'il y a le pétrole derrière, et puis le marché dit allez, 1% de baisse, 1,5%, ouais, ça va. Vous avez un marché qui est d'une résilience absolument ahurissante. Alors la problématique, c'est qu'est-ce qui pourrait finalement nous faire accélérer, nous faire changer de direction, avoir un marché qui d'un coup finalement commence à baisser. Alors moi je suis convaincu qu'on va aller chercher les plus hauts historiques. Hein. Sur le S&P 500, bon, ça date de février les derniers, mais je pense qu'on va y aller juste par principe, juste pour faire, excusez-moi du terme, mais juste pour faire chier. Il n'y a aucun sens pour qu'on y aille maintenant, mais par contre, ils vont quand même aller les chercher, par principe. Et puis quand tout le monde sera vraiment bien dedans, là, il se passera un truc. Alors, je ne sais pas, c'est un peu mon sentiment. Je ne sais pas, Vincent, tout à l'heure, parlait d'un crash en 2026. Je ne sais pas quand c'est que ça se produira, mais il y a un moment, ça va se produire. Je suis obligé de revenir sur le fait que je suis extrêmement vieux, que ça fait longtemps que je suis dans ce métier. J'ai déjà vécu pas mal de crises en tant qu'investisseur, en tant que trader, en tant que client, en tant que banquier, dans différentes cas, dans différentes situations. J'ai déjà vécu ce genre de choses. Et j'ai déjà vécu la période où je suis hyper optimiste en me disant non, ça ne peut jamais baisser.
J'ai vécu la bulle Internet, c'était le truc le plus symptomatique. On vit des périodes où on se dit non, ça baissera jamais. Quand ça a commencé à baisser la bulle Internet, les médias à cette époque-là nous appelaient pour dire c'est quoi le bon moment pour racheter. Donc après les 20 premiers pourcents, ils sont venus pour dire quand c'est qu'il faut commencer à racheter. Puis à moins 85, ils ne parlaient plus. Mais ils étaient en PLS et il n'y avait plus forcément d'informations. Mais c'est ça qui est important, c'est que tout d'un coup, il y avait un tel optimisme du côté médiatique, du côté de tout le monde. La Tribune de Genève, à l'époque, a sorti un cahier spécial le 20 mars de l'an 2000. Comment investir dans le Nasdaq? 3 semaines plus tard, on se prenait 80% de correction dans les dents. Timing, c'était pas mal. Mais ça restera toujours un peu la même chose. Il y a toujours un temps de retard. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'ai connu, on a tous connu, ces périodes d'euphorie où c'est trop facile. Aujourd'hui, je ne remets même pas en question la croissance de l'intelligence artificielle. Je suis convaincu que c'est des choses qui vont continuer à fonctionner et qui fonctionneront à l'avenir. La seule question, c'est qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, aujourd'hui, tout le monde veut sortir? Là, on nous explique, on nous dit oui, mais si le marché ne baisse pas, c'est parce que les clients privés ils soutiennent le marché. Alors là aussi, je suis là depuis 35 ans, je n'ai jamais entendu dire que c'est les clients privés qui soutiennent le marché. J'ai entendu tout ce que vous voulez sur les institutionnels, les professionnels, les banques centrales, mais jamais les clients privés. Mais cette année, c'est nous qui tiennent. C'est nous, les clients privés, qui tenons le marché. Les banquiers ne sont plus là, les professionnels ne sont plus là, maintenant ils s'attendent juste, nous on continue à acheter derrière. J'ai un peu l'impression, et peut-être que je me trompe, mais c'est là où... c'est la beauté du métier, parce que si je me trompe, vous direz que je suis nul, et puis si je ne me trompe pas, vous direz que vous aviez raison, tout est tranquille. On le savait. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est, pour moi, ambiguë, parce qu'il y a plein de choses. Je peux vous sortir des arguments pendant 2 heures, vous dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et puis il y a ça qui va pas. Pourtant, le marché est le plus haut de tous les temps, et il n'arrête pas de monter. Je ne comprends pas, par exemple, la hausse du DAX. Ça fait des mois que je ne comprends pas la hausse du DAX. Je ne comprends pas la hausse du CAC non plus, mais le DAX encore plus. Pourquoi le DAX monte aujourd'hui? Alors on me dit oui, parce que tu comprends, ils vont investir 1000 milliards depuis qu'ils ont un nouveau gouvernement, c'est super. Donc c'est bien, ils vont investir 1000 milliards, mais où? Où? On me dit mais ils vont investir dans l'armement, d'accord. Donc maintenant c'est le nouveau thème, vous le connaissez, il faut investir dans l'armement. Je fais une petite parenthèse pour dire que l'armement, il faut quand même savoir que c'est devenu un secteur ESG. Vous savez, green, clean, plus de problème. On s'est battu pendant des années pour dire c'est quoi l'ESG, comment on met des cases. Alors oui, effectivement, il faut trouver des... Alors non, l'armement, c'est ESG. Alors, petite anecdote, il y a quelques temps, j'ai un client qui m'appelle, il me dit je veux acheter du Lockheed Martin. Il avait son compte dans une banque, et puis une banque française, pour ne pas la citer. Et donc, il dit, j'aimerais acheter du Lockheed Martin. J'appelle la banque, je dis, j'aimerais acheter du Lockheed Martin. Ah non, on ne peut pas acheter du Lockheed Martin. Pourquoi? Parce que c'est mal, ils font de l'armement. Et ça, c'était il y a 3 ans en arrière. Hein. Mais là, plus maintenant. Maintenant, c'est bien. Et pour dire, je dis, mais je m'en fous que j'ai mon client, il veut acheter du Lockheed Martin. Non, la banque a décidé que c'était pas green, donc vous n'avez pas le droit d'acheter de l'armement. OK, super. Qu'est-ce que je peux acheter alors? Ah, je ne sais pas. Comment ça, je veux acheter de l'industrie aéronautique américaine, qu'est-ce que je peux acheter? Ah, je ne sais pas. Je demande au banquier, donnez-moi la liste de ce que j'ai le droit d'acheter, de pas le droit d'acheter. Il dit, écoutez, nous, on a une blacklist, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, ils ont une liste avec 100 titres, et puis vous allez au hasard. Hein. Vous allez, j'aimerais acheter du Coca. Ah non, Coca, c'est pas bon. OK, alors on passe au suivant. Boeing. Ah oui, Boeing, vous pouvez. Mais je dis, mais Boeing, je peux. Pourquoi? Parce que c'est des avions. Oui, c'est des avions, mais enfin, c'est de l'armement aussi. Ah non, Boeing, il faut des avions civils. Bon, OK, il se casse la gueule, mais c'est des avions civils, quoi. Mais donc, le gars me dit, Boeing, ils font des avions civils, donc c'est cool. Lockheed, ils font des méchants avions de chasse, c'est pas bien. Boeing, si vous regardez le bilan, il n'y a pas que des avions cool dedans. Hein. Donc, il y a aussi beaucoup d'armement. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a 3 ans en arrière, si vous vouliez acheter du Lockheed, on vous jetait des pierres. Parce que vous êtes méchant, vous n'êtes pas écologiste, vous n'êtes pas green, vous n'êtes pas ESG, vous êtes mal. Aujourd'hui, en 2025, depuis le début de l'année 2020, depuis le printemps 2025, même avant ça comptait pas, mais maintenant, depuis qu'ils ont décidé que l'armement c'était cool, alors vous achetez du Lockheed Martin, on vous file une semaine de vacances. En avion, parce que tout est green maintenant. Bon, bref, les Allemands, ils ont 1000 milliards à investir. Alors, infrastructure, c'est génial. Première dépense que le gouvernement allemand a fait, c'est d'acheter
des avions de chasse. Vous dites, c'est bien, ils soutiennent l'économie européenne. Non, des F-35. F-35, pas vraiment européen. Bref. Donc ils commencent à dépenser. Alors on nous dit, ils achètent des F-35, donc c'est positif, donc on achète le DAX. Oui, mais Boeing, ils sont pas, Lockheed n'est pas coté dans le DAX, ça fait c'est pas grave. C'est positif. Donc l'armement, c'est génial. Vous regardez la performance des boîtes de l'armement ces derniers temps, tout le monde achète de l'armement parce que ils vous jetaient de l'argent au visage des sociétés. Thales, en France, ils ont leur carnet de commandes qui est plein pour les 3 prochaines années. Quand ils ont décidé d'investir, les gouvernements, je dis bien, d'investir dans l'armement, le carnet de commandes était plein pour les 3 prochaines années. Vous pouvez leur jeter du fric au visage, ils ne peuvent pas produire. Mais c'est pas grave, on achète le titre pour dans 5 ans. Donc aujourd'hui, on a une vision à 15 minutes parce qu'on ne sait pas comment ça va se finir au Moyen-Orient, mais les gars, ils s'achètent du titre parce qu'un jour, Thales va vendre des avions ou des missiles à l'Allemagne. Donc aujourd'hui, on est dans un marché où, de toute façon, peu importe ce qu'on vous sort comme nouvelle, on va trouver ça génial. On trouvera toujours. D'ailleurs, si vous regardez n'importe quelle information aujourd'hui, vous verrez qu'il y a du bon et du moins bon. Alors le moins bon, on s'en fout, et on regarde le bon. Résultat, le marché, il monte. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est ce qui me fait peur aussi. Parce que finalement, aujourd'hui, on fait de l'intelligence artificielle. Ça monte, on fait de l'armement. Ça monte. Oui, mais c'est pas super bien l'armement. Si, mais c'est green. Alors c'est bon, ça c'est green. On passe à autre chose. Et puis on évolue comme ça et on trouve toujours des bonnes raisons pour acheter. Ce qui est très bien sur le long terme. Mais aujourd'hui, il y a plein de signes qui me disent, moi, quand je regarde juste la macro, et encore une fois, je ne suis pas prof d'économie à l'Université de Genève, heureusement pour les élèves, mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit tout ça, tout ce qui sort, c'est pas l'euphorie. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que c'est l'euphorie. Au contraire, je sais pas, même, je sais pas vous, mais moi, quand je vais faire mes courses, ça m'arrive. Je sais pas, mais quand je vais payer, j'ai l'impression que je paye pour tout le magasin, parce que ça augmente toutes les semaines. Donc il y a quand même un niveau d'augmentation des coûts qui se ressent dans la consommation de tout le monde de tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui, on a quand même une situation assez particulière. On a un président qui est ce qu'il est. Enfin, c'est le président américain, bien sûr. Hein. Je ne parle pas de celui qu'on a en Suisse, ou celle qu'on a en Suisse. Mais je veux dire, on a quand même un pays comme les États-Unis qui est complètement instable à cause de son président qui tourne la veste toutes les 5 minutes. Vous avez quand même... On a quand même réussi à inventer le taco trade. Que le mec, chicken out, là, il se donne un truc, il change d'avis. On est en train d'insulter le président américain parce qu'il fait un pas en avant, un pas en arrière. Donc on a une instabilité du côté du président. On a une inflation. Ça, c'est hyper intéressant. Alors c'est hyper intéressant, pourquoi ? Parce qu'on nous dit, attention, l'inflation va repartir à la hausse dès que les tarifs vont être mis en place. Ils sont mis en place, les tarifs, aujourd'hui. Pas encore définitivement parlant, mais la Chine, ils sont quand même à 30%, hein, même 55% maintenant. Donc ça se ressent quand même. Alors aujourd'hui, Vincent disait tout à l'heure, oui, mais pour l'instant, on va voir combien de temps les boîtes ils vont prendre pour eux cette augmentation. Et c'est clair qu'aujourd'hui, la boîte qui importe de Chine et qui vend aux États-Unis, leurs marges se sont compressées. Combien de temps est-ce que ces sociétés-là vont dire « Non, c'est pour moi, ça me fait plaisir ». Alors, je vais continuer à vous vendre le produit, la même chose, mais c'est pour moi. Normalement, je vais le vendre 20% plus cher, mais non, je garde pour moi, il n'y a pas de problème. Combien de temps ? Je ne sais pas, Walmart a annoncé il y a 3 jours, à partir de début juin, on va commencer à répercuter pour de vrai. Donc, il va y avoir un impact à un moment donné. Donc, l'inflation va redémarrer. Et comment est-ce qu'on va gérer par rapport à ça ? Comment est-ce qu'on va subir ? Ben voilà. Pas grave, on va au plus haut de tous les temps sur les marchés financiers. Vous avez qu'à être investi en actions, vous allez gagner plein d'argent et ça réglera le problème. Non mais l'inflation va pas, l'emploi va pas, on sent qu'il y a un ralentissement global. Et moi, je suis un débile mental parce que je suis pas assez positif. Voilà, ok, ben j'accepte. Mais voilà, moi j'ai peur. Et c'est le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que de nouveau, on va remonter, on va avoir des corrections, comme d'habitude. Mais là, tout de suite, moi, j'ai de la peine à être super enthousiaste. Alors peut-être qu'on va changer le nom de la chaîne, vraiment, je ne sais pas, on va passer à Morning Bear ou un truc comme ça. Peut-être qu'il faut y penser. Mais il y a des trucs qui me dérangent. Voilà, il y a des trucs qui me dérangent, il y a trop d'instabilité, on ne voit pas clair où on va, on n'a pas de visibilité. Alors je suis convaincu que si on baisse, il faudra racheter et construire pour le long terme. Mais là, tout de suite, on a 2-3 soucis qu'on a tendance à mettre trop facilement de côté. Alors on peut en parler pendant des heures et des heures.
Mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose, aller trop loin dans les détails. Il faut être conscient du fait qu'on a des risques qui sont présents. Aujourd'hui, on est, peut-être à l'heure où je vous parle, le marché est en train de décrocher, je ne sais pas, mais ce soir, on a la Fed. Cette semaine, il y a des décisions qui doivent être prises sur le Moyen-Orient. On ne sait pas où vont aller les taux américains, on ne sait pas comment ils vont se financer, parce que ça, c'est un truc on a parlé de la crise du côté obligataire. Si ça claque, le côté obligataire, si ça commence à poser problème, ça va être monstrueux. Et cette semaine, les Américains, ils vont du 20 ans, du 30 ans, du 10 ans. Ils ont déjà réussi à placer du 10 ans avant-hier, c'est pas trop mal passé, mais si un jour ça se passe mal, ça va être très compliqué. Vous avez aussi un autre truc. Ah, j'ai oublié celui-ci. Tenez. Vous savez, les banques américaines, elles sont obligées, pour des raisons de capitaux, de sécurité des capitaux, de garantir leur stabilité, parce qu'on sait qu'ils nous ont fait un truc en 2008, on n'a pas trop envie que ça se reproduise. Ils doivent avoir des obligations qui doivent rester dans leur compte pour dire « ouais, ça c'est notre safe haven, c'est notre sécurité ». Donc ils ont acheté des obligations à long terme, il y a quelques années, quand les taux étaient à zéro. Donc aujourd'hui, ils ont des obligations à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans dans leur book, mais qui valent que dalle. Aujourd'hui, une obligation qui vous paye du 1% aux États-Unis, ça vaut que dalle. Alors par contre, ils ont un truc comptable qui est assez sympa, c'est qu'on ne tient pas compte de ce que ça vaut aujourd'hui, mais on tient compte de ce que ça vaudra à l'échéance. Donc tant que la personne à qui vous avez prêté de l'argent ne fait pas faillite, en l'occurrence cette personne c'est le gouvernement américain, tant que le gouvernement américain ne fait pas faillite, c'est bon, vous ne perdez pas d'argent. Imaginez dans un futur hypothétique que peut-être le gouvernement américain ne va pas fonctionner aussi bien que prévu. Imaginez, peut-être. Mais aujourd'hui, vous avez des banques qui ont des dettes, enfin qui ont des obligations dans leur book qui valent que dalle. On parle de dizaines et de dizaines de milliards de dollars de pertes potentielles. Si aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit vous avez le gouvernement américain qui dit « ok, on fait défaut », peu probable, soit on change des règles comptables. Maintenant, il faut comptabiliser le prix d'aujourd'hui, pas le prix d'éventuellement dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Et là, vous avez des gros trous dans certaines banques. Et vous voyez très bien, Jamie Dimon, je ne suis pas un fan de Jamie Dimon, c'est le patron de JP Morgan, c'est un gars qui dit depuis des mois et des mois que ça va nous péter la figure. Il dirige quand même la plus grosse banque du monde. Je pense qu'il sait à peu près ce qui se passe. Vous avez vu l'UBS le jour quand on leur a demandé d'avoir plus de capitaux garantis? Ils ont super apprécié l'histoire. Hein. Ils ont adoré. Il paraît qu'Hermotil est super content. En tout cas, je ne sais pas, mais voilà. Donc on a toute cette problématique aujourd'hui qui est là. Et on est au plus haut de tous les temps. Tout va bien. C'est super. Parce que de toute façon, on va acheter de l'armement et que c'est green. C'est tout ce qu'il faut retenir en fait. C'est tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que tout va bien. Et puis les gens, ils ont confiance. Et puis le marché n'a pas peur. Et puis quand vous avez le tort de dire que c'est pas super, eh ben, vous êtes un débile mental. Donc j'accepte. Et bien que j'ai certainement tort sur le fait que j'ai peur aujourd'hui, et comme disait Jason Basco dans Les Bons il faut discuter, j'y vais mais j'ai peur, je continuerai à investir parce que ça fait du sens, mais je pense qu'il est sain de faire aussi une réflexion, de dire tout ne va pas si bien. Ça pourrait être pire, ça peut toujours être pire, mais ça va pas si bien que ça. Et c'est ce qui me fait peur aujourd'hui. Alors j'avais prévu plein de slides, mais en fait, vous voyez, en parlant comme ça suffit largement. Il me reste 10 minutes, alors je me suis dit, 10 minutes à vous raconter qu'on va tous mourir, ce qui est une certitude, d'ailleurs, pas aujourd'hui, d'accord, mais voilà, il faut y penser quand même. Hein. Donc il reste 10 minutes pour... non, je ne veux pas utiliser la présentation. Ça a marqué? Je n'avais pas vu en plus. C'est marqué là, tu ne veux pas utiliser la présentation? Non, je ne veux pas. Ça change un peu. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, on peut aller à l'apéro directement. Non? Quand même, des questions, d'accord. Okay. Toujours les mêmes. Salut Thomas. Salut. Alors, déjà, je vais rétablir une vérité, ensuite je vais poser ma question. Alors, non, t'es pas négatif. J'imagine les gars qui te disent ça prendre des antidépresseurs et être sous Xanax. Bref. Alors, sinon, pour ma question, le mandat de Powell... T'as une liste de questions? J'ai une question. Une question. T'inquiète pas. On va aller à l'apéro. Alors... Le mandat de Powell, il finit du coup en 2026. Je reprends du coup ce que tu racontais. Donc toi, tu penses qu'il va mettre quelqu'un à sa botte, à savoir quelqu'un qui va baisser les taux. Baisser les taux alors qu'on a un risque d'inflation. Donc comme disait Michel, il y a deux types d'inflation. Donc on aurait l'inflation avec l'augmentation des prix et on aurait l'inflation due à la baisse des taux. Est-ce qu'on est bullish du coup sur les actions si croissance ou alors... Si croissance molle, on n'est pas bullish sur les actions, mais on est plus bullish sur des valeurs refuges style or. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Bon, alors moi, par principe, j'achète pas d'or.
J'ai tort cette année, bien sûr. J'ai jamais acheté d'or. Ça fait de nouveau 35 ans que je suis là, j'ai jamais mis 10 balles dans de l'or. De l'argent, oui, mais pas de l'or. Donc le truc, c'est que c'est difficile de donner une seule réponse à tout ça. Je pense que dans la photo qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va advenir de l'inflation, on ne sait pas comment ça va évoluer. On nous dit depuis 3 mois que les tarifs vont avoir de l'impact. D'abord, ça devait avoir de l'impact en mai, puis après en juin, puis après on nous dit « ouais, si c'est pas en juin, ce sera en juillet ». Donc ça fait 3 mois qu'on nous reporte cette inflation. Si on regarde dans l'histoire, chaque fois qu'il y a eu des tarifs douaniers qui ont été mis en place, il y a eu de l'inflation. À court terme ou à moyen terme, des fois à très long terme, mais il y a eu de l'inflation. Donc c'est inflationniste. Maintenant, cette inflation qui arrive là, est-ce que si tout d'un coup ils baissent les taux malgré l'inflation pour des raisons qui sont fausses, parce que quelle serait la justification aujourd'hui de baisser les taux? On nous dit que l'économie va super bien. On nous dit qu'ils vont baisser les impôts. On nous dit que l'inflation est sous contrôle. On nous dit que l'emploi est cartonne. Pourquoi est-ce qu'on veut encore baisser les taux pour redynamiser une économie qui va déjà très bien? Donc, c'est difficile de savoir exactement comment ça va se passer. Donc, je ne sais pas. Perso, j'ai envie de te dire, moi, je vais être longue action, et puis quand ça baissera, je rachèterai des actions, et puis j'attends que ça remonte. Mais dire, est-ce que je vais acheter des métaux, est-ce que je vais me... le seul message que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et qu'on refuse de voir. Donc il peut y avoir à court terme une situation économique qui va probablement pas durer 10 ans. On l'a déjà vu ces dernières années, chaque fois qu'on a souffert de crise, ça n'a jamais duré très longtemps. Franchement, 2008, quand on a eu la crise de 2008, c'est pas la même situation, mais il y a un moment donné, juste au moment où Lehman Brothers est parti en vrille, moi je me suis dit, on est foutus. Nous, en tant que banquier, moi j'étais dans une banque, j'étais trader, moi je n'osais plus aller dans un restaurant, et quand on me disait, tu fais quoi comme métier? Je suis stripteaseur dans une boîte gay. Parce que je suis surtout pas banquier. Surtout pas banquier. Parce que c'était hyper mal vu. Puis finalement, ça a mis combien de temps? À l'époque, en 2008, les gens venaient me dire « Ouais, mais Thomas, moi, je vais solder mon compte à l'UBS, puis j'irai n'importe où ailleurs. » Comme chez qui? Ah, ben, je sais pas, Crédit Suisse. Bon, ça tombe bien, t'es nouveau à l'UBS. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils sont rentrés dans une dynamique de « je me rebelle », mais ça a duré 2 semaines. Et puis 2 ans plus tard, on l'avait récupéré, et puis aujourd'hui, regarde où on est aujourd'hui. Donc ce que je veux dire, c'est que les choses ne vont pas bien. Maintenant, faire du timing pour dire alors s'ils font ça sur l'inflation, je vais faire ça, je vais changer mon portefeuille. Non. Je dis juste que là, pour l'instant, on nous dit qu'on est on est chez Alice au pays du merveille, et c'est pas la réalité. Après, les actions, ça battra toujours l'obligataire sur le long terme. Et si tu as une vision qui dépasse les 5 prochaines minutes, ce qui n'est absolument pas le cas du marché aujourd'hui, c'est juste un événement parmi d'autres qui va se produire. Maintenant, la problématique, c'est qui il va mettre à sa place. On parle de Kevin Warsh. Quand tu regardes le gars, je ne suis pas un fan de Powell, mais celui-là, voilà. Mais surtout, le problème, c'est qu'on parlait, Michel le disait aussi avant, et d'autres le disent régulièrement, la Fed doit rester indépendante. Si tu mets Kevin Warsh, et c'est Trump qui le nomme, quand Trump a nommé Powell à l'époque, ils ne s'entendaient déjà pas. Mais au moins, il y avait un effort, c'était de dire, il y a une indépendance. Je nomme le mec qui est capable. Là, il va nommer le mec qui lui paraît le plus sympa. À la limite, il va mettre sa fille, je ne sais pas. Son poney, son sac de golf, je ne sais pas. Mais je veux dire, il va nommer quelqu'un qui va pouvoir maîtriser. À mon avis, ça, c'est pas bon. Maintenant, garde tes Nvidia. Tu as vu la réponse de Normand. Je ne veux rien dire, mais je veux dire, voilà, méfiance. Mais je ne vais pas changer mon allocation sur le portefeuille à cause de ça. Long terme. Apéro? Non. Question. Il n'y a pas de questions. Non. Il y a une question ici. Non. Non, mais c'est pas pour moi la question là. Là, j'ai une question, il faut que je la lise parce que j'ai une question. Que pensez-vous du problème de l'alignement et dans un cas plus dystopique de la création volontaire ou non de super-intelligence, risque réel ou simple fiction? Terminator. C'est facile ça. Terminator. Question suivante. Non, mais c'est en lisant la question, j'ai commencé à comprendre. Ah, mais c'est pas pour moi, c'est pour ceux d'avant. Ça, c'est ouf. Non, j'ai eu peur. Je répondais aux questions d'avant. Pardon. Selon les cycles économiques, en février, nous devrions avoir une prise de profit massive. Qu'en pensez-vous? Quelle année? Vous savez, sell in May and go away.
On connaît tous la maxime. J'ai été bercé avec ça depuis que j'ai mis les pieds dans une banque. Sell in May and go away. Bon, ça marche plus. Hein. Depuis quelques années, on a oublié. Hein. Vous vous rendez compte, vous pouvez faire ça. Si vous avez raté l'été, c'est compliqué. Donc du coup, c'est une autre histoire. Les cycles économiques et baser les sell-off massifs sur des cycles économiques, j'y crois pas une seconde. Perso, ce qui est assez intéressant dans la finance, et c'est vraiment, ça résume tout ce que j'ai appris en 35 ans de banque, de finance, etc. La finance n'est pas une science exacte. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, lire tous les bouquins de théorie que vous voulez, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Je suis un fervent défenseur de penser que le jour où vous aurez une intelligence artificielle qui pourra faire mieux que vous-même et gagner à tous les coups, ce sera la fin des marchés en tant que tel. Si on gagne tout le temps, ça ne fait aucun sens. Moi, j'ai pas besoin de gagner beaucoup de fois l'euro-million pour que vous ne me voyez plus jamais sur YouTube. Hein. Mais tout de suite. Donc, je pense que c'est toute cette réflexion là derrière. Les cycles, oui. Je pense que pour avoir aujourd'hui un crash, un sell-off, peu importe. D'ailleurs, déterminons le mot sell-off, parce que depuis quelques années, le mot sell-off, c'est quoi? C'est 4 jours. Hein. Boum. Et ensuite, on a un V-shape. Est-ce qu'on va rentrer dans un bear market? On a fait ça il y a quelques mois, là, début avril. Bear market, ouf, c'est fini. Ouf, durée des bear market, 48 heures. Waouh, je vais changer de tatouage aussi, parce que ça se... Bref, c'est... Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il y a un moment donné, on pourra... Il y a un choc exogène qui va nous tomber dessus à un moment, qui va faire que peut-être ça va durer un peu plus que ce qu'on a vécu maintenant. Le Covid, ça a duré quoi? 2 semaines, puis on est remonté au plus haut de tous les temps. La Liberation Day, ça a duré 48 heures. Donc voilà, il y a des choses qui me gênent dans un sens plus global. L'économie ne va pas si bien que ce qu'on veut bien dire. Tout est plus cher. L'inflation, ok, on l'a reprise sous notre contrôle, mais n'oubliez pas que ça nous coûte beaucoup plus cher que ce que ça nous coûtait avant. Donc non, je ne crois pas forcément à des cycles, je crois juste au fait de dire que c'est pas si génial que ça. Mais je vous aime quand même et je serai quand même demain matin à faire des vidéos pour dire qu'on ne va pas tous mourir et que ça va bien se passer. Toujours pas de questions? Ah si, quand même. Ah, c'est bon, ça marche quoi. Ça va. Merci bien. Je note vos inquiétudes. Merci. Vous êtes bien seul. Pas seul, pardon. Par contre, je me demandais, est-ce qu'on n'a pas vu le pire concernant l'administration américaine? Dans le sens que, étant donné que les midterm elections ils s'approchent, il y a aussi des rumeurs comme quoi, là, l'administration est quand même tentée de mettre en place des politiques favorables à l'économie. Donc, il y a quand même ça qui devrait apporter... alors, toujours. C'était quoi le titre? Morning Bull? Morning Bull, ouais. Merci. Est-ce qu'on n'a pas vu le pire? Alors, Trump est là depuis fin janvier, hein, donc février, mars, avril, mai, 4 mois et des boîtes. Il nous en a fait voir toutes les couleurs. Il lui reste quand même pas mal de mois pour nous en faire revoir toutes les couleurs. Alors, le pire, je ne sais pas. Je sais pas, je n'arrive pas à savoir où est-ce qu'il veut réellement aller. Finalement, la grande question qu'on se posait il y a quelque temps, c'est est-ce qu'il est complètement stupide ou est-ce qu'il a une vraie stratégie? J'ai presque envie de dire que la première affirmation fait du sens, mais je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire que le gars est arrivé là où il est. Il a été élu par plus de 50% de la population américaine. Je sais pas forcément une référence, d'accord, mais il a tout d'un coup, le mec, il viendrait à la fraîche, puis il essaie de faire des trucs dans tous les sens. J'ai de la peine à croire ça. Sa stratégie, elle peut fonctionner sur certains points, mais entre deux, il va y avoir des chocs qui vont être terribles à encaisser pour l'économie. Je prends l'exemple typiquement de dire on va ramener des usines aux États-Unis. Mais dans quel film il va recréer une usine en 6 mois, quoi? Je veux dire, ça prend du temps. Je ne sais plus, je lisais un article sur les semi-conducteurs. Je peux construire une usine de semi-conducteurs pour laquelle soit complètement étanche. Ça prend des années. Et lui, il veut faire revenir tout le monde la semaine prochaine. C'est pas qu'ils vont prendre juste un billet d'avion puis revenir aux États-Unis. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc des fois, je ne comprends pas. Alors, j'espère qu'on a vu le pire. Mais en même temps, je dois vous dire que quand vous vous levez à 4 h du matin pour écrire des histoires sur les marchés financiers, avec lui, on s'amuse. Hein. Parce que j'ai l'occasion de... J'ai jamais autant écrit et fait d'autant de vidéos depuis qu'il est là. Parce que c'est hyper intéressant. Difficile de dire qu'on a vu le pire, je ne sais pas. Il est tellement imprévisible. Et de nouveau, je reviens sur ce qu'on a vécu lors du premier mandat. Les 12 derniers mois de mandat, on parlait, il était tout le temps avec l'autre, la Corée du Nord. C'était clownesque. On ne le vivait que pour ça.
Donc je pense qu'il lui suffirait de 15 jours pour mettre un bordel total sur la planète sans problème. Donc je ne compterai pas trop là-dessus. Voilà. Apéro. Ah non. J'ai encore une petite question, oui. Attends. Je vois où est la personne qui a le micro. Ah, là-bas. Ici? Non? Ici, là-bas. Là. Ok. Voilà. Tout d'abord, moi je voudrais juste dire merci à tout le boulot que vous abattez et avec toute l'équipe de Swissquote aussi pour tenter de nous éduquer un peu tous les jours parce que franchement c'est vraiment chouette. Et moi j'avais une question vis-à-vis du fait que finalement, étant donné qu'on s'endette de plus en plus, au niveau des États, de manière générale, que ce soit les US, que ce soit l'Europe, est-ce qu'on ne s'endette pas plus que finalement la croissance? Et donc, est-ce qu'on n'est pas déjà en récession depuis des années et que ça va quand même bien? Et que du coup, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a un gros crash à un moment donné avec tout cet argent, toutes ces obligations, cette quantité de... Parce que se relever, oui, mais comment? Demandez au monsieur qui était avant moi, là, parce que c'est lui l'expert dans ce genre de questions. Mais non, mais je pense que c'est ça. Moi, c'est ça qui me... Vous avez raison, on s'endette toujours plus, on ne trouve pas forcément de solution. Il n'y a pas d'assainissement des finances. Aujourd'hui, on parle d'augmenter les déficits encore et encore. Et le jour où ça va claquer, comment on va faire? Aujourd'hui, les États-Unis, ils n'ont pas de solution de recours. On ne peut pas baisser les taux ad vitam aeternam sous prétexte que c'est la solution. Moi, je suis inquiet. On va s'en sortir. Je ne suis pas en train de dire c'est la fin du monde. C'est juste qu'on va peut-être traverser une période qui est un petit peu moins rose que ce qu'on veut bien essayer de nous vendre aujourd'hui. Voilà, ça s'arrête là. Maintenant, les solutions et comment est-ce que ça va partir, difficile à dire. Je reviens, je crois qu'elle est à l'autre côté, puis je reviens vers toi. Et je développerai plus après parce que... Top. Merci pour ta présentation. Du coup, moi j'ai une question pour toi. Si tout va bien, mais que tout va bientôt péter, donc on pourrait se dire qu'il faut prendre des profits, mais qu'il est quand même plus risqué de ne pas investir que d'investir sur les marchés financiers. Bon alors, attends. Toi, tu m'as interviewé tout à l'heure, tu m'as balancé une question piège, et puis maintenant, tu me ressors la réponse que je t'ai donnée pour te dire que je ne suis pas crédible de ce que je raconte aujourd'hui. J'ai compris. T'as raison. Tu veux continuer? Ouais. Fini alors. Quand même ma question pour toi. Quelle est pour toi la meilleure façon de protéger son portefeuille pour ces prochains mois? Investir dans l'armement, dans l'or ou dans Bitcoin? Je t'ai dit, le Bitcoin, je laisse ça aux professionnels, d'accord? Je ne suis pas un professionnel du Bitcoin. Il y en a deux qui sont quelque part, c'est chez eux. Moi, je prendrais de l'armement. Par esprit de provocation. Après, tu as raison. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut tout vendre. Alors, on peut prendre des profits. Ceux qui ont des gros profits, on peut alléger, on peut réduire les positions. C'est toujours difficile de timer la fin d'un cycle. On l'a tous vu, ça vient quand on ne l'attend pas. Les crashs annoncés, ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas croire que tout d'un coup, parce que je vous dis ça, vendredi matin, on est moins 30%, et puis que j'arriverai à faire mes vidéos sur une jambe en disant, je vous l'avais dit. Donc non, mais par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus rester cash. Parce qu'aujourd'hui, inflation, on a tous appris que maintenant, l'inflation, elle vous bouffe le capital, donc il faut être investi. Mais après, il y a des boîtes qui payent des dividendes et puis qui vont aussi rapporter des dividendes, et c'est des phases de timing. On peut avoir une correction, une récession de 6 mois, 1 an, 2 ans, et après, ça va partir. Je ne dis pas qu'il faut se mettre cash, s'enterrer au fond du jardin et bouffer des pommes de terre. Je dis juste qu'il faut être méfiant et de se dire ne pas rentrer non plus. Moi, ce qui me fait très peur dans ce genre de situation, c'est qu'on rentre dans des phases où on est hyper bullish et on est prêt à acheter tout et n'importe quoi. J'ai eu une discussion, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, avec quelqu'un qui m'a dit « Moi, je vais acheter que du Nvidia ». Là, on va sur la bonne direction. Là. La bonne grosse connerie d'investissement. Je suis hyper bullish sur l'intelligence artificielle. Je mets que l'intelligence artificielle dans le portefeuille. Parlons du Bitcoin. Moi, j'en ai du Bitcoin aujourd'hui, mais j'en ai une partie de mon portefeuille. Je ne vais pas prendre 100% de Bitcoin. Peut-être que je regretterai dans quelques années, mais ça s'appelle la diversification. Quand vous rentrez dans une banque, quand vous commencez à faire de l'investissement, le premier truc qu'on vous dit, c'est diversifie. Donc j'ai envie de te répondre, je ne vendrai pas tout, j'achèterai de l'or, du Bitcoin et de l'armement. Tac. Voilà. Ici. Oui, Thomas. Une petite remarque et puis une question. Il y a 2 pays qui ont eu des soucis d'inflation et de dette, l'Argentine et la Turquie, et la bourse a explosé. Et puis la question que j'avais, c'est qu'il y a une petite boîte qui a à peu près 1/3 de cash d'un vieux monsieur qui a pris sa retraite,
qu'est-ce qui se passe dans ton scénario justement avec le cash de cette société s'il y a un problème de dette US pour Berkshire? Bah, alors déjà, l'histoire de pourquoi la bourse a explosé en cas d'hyperinflation, parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu n'as pas forcément d'autres alternatives que d'acheter des actions, vu que de toute façon, tout le reste a perdu sa valeur. Et tu as meilleur temps d'être investi là-dedans. Quant à Warren Buffett, bon, je pense que il n'a pas de Bitcoin, mais vu là où il en est aujourd'hui, quelque part, ça doit être le dernier de ses soucis. Je lui souhaite tout le meilleur, mais statistiquement... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à sa pile de cash, lui, on sait très bien qu'il a des niveaux d'entrée, des points de décision. Et ce gars-là, il est revenu à chaque fois où tout le monde est en train de se foutre par la fenêtre. Il a sa citation où il dit qu'il faut être greed quand tout le monde est terrifié, et puis il faut être terrifié quand tout le monde est greed. C'est en gros ce qu'il dit. En 87, hein? Ouais, bah, regarde sa performance. Moi, j'ai pas la sienne. Hein. Donc, je veux bien être has-been comme lui, si jamais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 87, il rachète Coca-Cola au fond du bac. Hein. Il faut bien voir que le lendemain du crash de 87, personne ne voulait acheter une action de quoi que ce soit. Lui, il rachète Coca-Cola. C'est sa meilleure trade ever. Au fin fond du trou de 2008, où toutes les banques sont au bord de la faillite, il rachète Goldman Sachs. En masse. Ça valait que dalle. Il a cartonné. Il a racheté Apple, quand plus personne n'en voulait. Donc, il a du cash, et lui, il est prêt à perdre cette durée. Il sait qu'il ne va pas rester cash pendant 10 ans dans sa réflexion. Il sait qu'il a besoin de cash le jour où il faudra le sortir. Et je pense que lui, comme des mecs comme Jamie Dimon, ils anticipent une crise qui, à court terme, nous mettra dans une situation où tu seras tout content d'avoir du cash pour pouvoir racheter. Pas pouvoir te barrer sur une île et puis griller ce qui te reste. Je pense qu'il faudra être prêt pour pouvoir racheter derrière. Ce genre de... Il l'a dit tout à l'heure, hein, c'est lui qui est prof à l'université. Il a dit, à la fin de chaque crise, dans chaque crise, ça amène des opportunités. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des possibilités derrière. Et voilà. En gros, c'est ça. Je pense qu'il n'est pas complètement idiot. Après, il part à la retraite. Ça fout. Voilà.